Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live les gars, c'est parti. Aujourd'hui on va tout simplement réagir aux commentaires YouTube par rapport à mes vidéos One Piece. Donc voilà, je vais lire un petit peu vos théories, je vais lire tout ça, on va analyser, détailler. Donc voilà, j'ai trop hâte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du One Piece. En plus avec le nouveau rythme, du coup on a moins le temps de faire des vidéos sur One Piece parce que voilà, comme vous avez dû le voir, il y a des vidéos manga maintenant. Donc voilà, je vous présente des nouveaux mangas que je suis qui sont plutôt pas mal à la demande générale. Et aussi je fais des live gaming, évidemment, ça vous êtes au courant. Et j'essaye tout simplement de me diversifier sur le contenu pour voilà vous proposer de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à y aller parce que voilà, le contenu est de qualité. J'essaye de faire des choses plus concises avec une meilleure qualité, c'est-à-dire des images, des références, un travail en amont pour voilà vous donner des informations auxquelles vous n'avez pas forcément. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce qu'ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, aujourd'hui réaction aux commentaires. Juste avant, comme d'habitude, la petite auto-promo les gars, vous connaissez, petit like, petit follow, petit commentaire parce que ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Vous avez les souscriptions de Twitch pour participer de manière financière. Et évidemment, voilà, si vous pouvez pas, faites-le que si vous le voulez et que si vous le pouvez. Vous avez aussi le Discord, c'est là où on discute, c'est là où on partage, c'est là où on joue avec tout simplement la commu. Le Twitter, voilà, les dernières fraîcheurs. Et sinon, vous connaissez YouTube avec plein de trucs différents, tout simplement. Donc voilà les gars. Ok, bon. On va commencer un petit peu, tout simplement, les commentaires YouTube. Donc voilà, la réaction aux commentaires YouTube. Donc voilà, je vais un petit peu lire tout ça, je vais décortiquer tout ça, je vais voir un petit peu s'il y a des choses pertinentes. Et du coup, je vous donnerai mon avis, tout simplement, sur les commentaires. Donc c'est parti les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. Et let's go pour 45 minutes, une demi-heure sur les commentaires. Donc on commence le premier commentaire, les gars. Premier commentaire de Nope Nope, qui nous dit « Le costume des Tenryubito, c'est clairement un scaphandre de cosmonaute. Mieux encore, si tu fais abstraction de la tête, le reste du costume blanc ressemble même à une fusée avec le bas faisant le feu qui sort du réacteur. » Donc là, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous connaissez mon amour pour cette théorie de Luffy dans l'espace, les rapports avec l'espace, les peuples qui occupent l'espace. Et pour moi, vraiment, je trouve ça vraiment pertinent. J'ai hâte de voir un petit peu si Oda va vraiment pousser la théorie jusqu'à son paroxysme, mais on verra. Et pour ce qui est de un petit peu la forme des Tenryubito et le côté fusée, moi je trouve que c'est une remarque pertinente parce qu'en fait, si tu regardes bien, Oda il a souvent l'habitude d'utiliser la mécanique de transformer un petit peu les objets et les rendre en tenue un petit peu, tu vois, ça me fait penser un petit peu à Gaimon dans son coffre, etc., tu vois. Il fait en sorte que il va adapter un petit peu certaines choses, un petit peu aux tenues qu'il y a dans One Piece, tout simplement. J'en ai d'autres, mais je les ai oubliés là tout de suite maintenant. Mais je sais qu'il a souvent l'habitude de s'inspirer de, par exemple, d'objets pour fabriquer des tenues. On continue. Encore une réflexion par rapport à Albator, les pirates de l'espace, les Ji Matsumoto et toutes les refs aux baleines de l'espace, la constellation, etc. Je verrais bien Laboon comme l'anagramme de Balloon en anglais. Peut-être qu'à maturité, c'est elle qui emmènera Luffy l'espace. Ok, donc là on va répondre un petit peu à sa réflexion. Donc moi j'avais déjà fait le parallèle entre Albator, les pirates de l'espace, donc voilà, c'est un manga qui a percé un petit peu le Japon, c'est quand même quelque chose de très connu, et c'est un petit peu l'époque d'Oda, c'est pas trop notre époque, et du coup je pense que Oda, vu son amour pour toutes les références qu'il y a, ne serait-ce que pour la culture, que ce soit le shintoïsme, l'hindouisme, les références par rapport divinité grecque, viking, etc., le fait qu'il utilise un petit peu toutes ces références pour les intégrer à One Piece, je pense sincèrement les gars, que tout simplement Albator va être utilisé d'une certaine manière dans l'univers de One Piece, donc j'y crois fermement. On verra bien, mais c'est quelque chose auquel j'y crois. Par contre, le fait que Laboon pourrait aller dans l'espace, moi j'ai un petit peu de mal parce que Laboon vraiment quitter l'eau déjà, je trouverais ça bizarre, mais aller dans l'espace, peut-être que ce serait un membre des Mugiwara et que on pourra la revêtir et peut-être qu'ils seront à l'intérieur parce qu'on sait que l'intérieur de Laboon, voilà, il y a des constructions mécaniques, etc. C'est possible, mais ça me semble quand même bien difficile. Même si c'est pas impossible s'il y a assez de ballons. On a vu qu'un ballon pouvait emmener un robot, peut-être 1 million de ballons. Tu vois, je donne des contre-arguments, tu vois, pour donner un petit peu de crédit à la théorie. Mais mon avis sur la théorie, c'est que voilà, Laboon, j'ai du mal à la voir partir comme ça dans l'espace, même si c'est pas impossible, les gars. On a déjà vu Star Wars utiliser un petit peu les baleines de l'espace. Mais pour moi, s'il y a des baleines dans l'espace, c'est des baleines d'une autre race que celle de Laboon. Ok, commentaire suivant. Donc voilà, c'est un commentaire de Chiki Takasmart qui me dit: wesh frérot, je sais pas si tu verras mon com, mais je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi certains mettent Mihawk niveau Jinbei et Sac en croco, ne ris pas, mais je suis tombé sur une vidéo comme ça, je peux te la partager si tu veux. Bah écoute, je viens de voir ton message, donc je suis désolé, je t'enverrai un message pour te répondre et te dire que oui, effectivement, on voit la vidéo, je la réagis, donc je ferai ça. Et du coup, pour répondre à ce message, déjà,
je vais dire tout simplement qu'on va passer sur du power scaling. Donc voilà les gars, Gapadre, ça va être ton moment. On va du coup tout simplement discuter de pouvoir, de puissance, etc., etc. Et je vous expliquerai tout en détail par rapport à mon sentiment, par rapport à mon analyse. Et évidemment, ça va être dur de tout simplement détailler tout ça. On continue le commentaire et je vous donne mon avis juste après. Donc les gens oublient l'aspect narratif autour de Mihawk. Le grand barbe blanche parle avec nostalgie des duels entre Mihawk et Shanks, des duels légendaires qui faisaient trembler Grand Line. Ce même Shanks qui est appelé tueur de HDO, ça serait pas étonnant qu'il ait dû développer son HDO du coup pour rivaliser avec le HDO de Mihawk. Au Baratie, Oda nous présente Mihawk comme un ovni. Mihawk lui-même prend Zoro pour un enfant en disant que j'ai affronté des adversaires bien plus puissants que lui. Il est encore considéré comme le rival de Shanks et je pense que c'est très serré entre les deux et que si un gagne, ça se joue à pas grand chose. D'ailleurs, j'ai fait un parallèle entre Barbe Blanche et Roger et Shanks et Mihawk, dans le sens où on parle des rivalités entre deux persos. Mihawk et Barbe Blanche ont tous les deux des titres de puissance individuelle et du coup Mihawk est un solitaire sans équipage qui n'a pas de famille. Barbe Blanche c'est l'inverse. Shanks et Roger, j'ai même pas besoin de développer tant ils se ressemblent. Donc ça, je suis assez d'accord avec lui. Bref, je pourrais rajouter encore plein de choses que Oda a écrit sur Mihawk, qu'il le classe comme un des persos les plus puissants du manga et que Zoro devra surpasser, on espère. Donc voilà, là évidemment on va arriver dans le côté un petit peu pimenté parce que voilà, c'est un petit peu le côté power scaling où se situe Mihawk en termes de puissance, qui est capable de l'égaler, qui est capable tout simplement de le battre, et c'est là où il y a personne qui est d'accord. Moi je vais, au lieu de vous dire quel est pour moi le niveau de Mihawk, je vais vous dire quel est pour moi le niveau auquel Mihawk ne sera jamais. C'est plus cohérent. Alors pour moi déjà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Mihawk est un égal des Shichibukai, un égal des grands corsaires, et que du coup les grands corsaires ont un niveau égal entre eux, genre. C'est-à-dire que tous les grands corsaires seraient level grand corsaire et qu'en gros ce serait en dessous d'un amiral. Et ça pour moi c'est complètement faux les gars, pour une raison très très simple. Ça voudrait dire que Barbe Noire quand il était dans les grands corsaires serait niveau grand corsaire, ce qui est pour moi totalement faux. Mihawk qui serait level grand corsaire, ça voudrait dire que Shanks avant de devenir empereur, quand il se battait et que ça faisait des duels légendaires, ce serait tout simplement le niveau Shichibukai, et ça c'est totalement faux parce qu'on a appris très récemment que Shanks avant de se lancer dans la grande quête de Grand Line, avant de devenir empereur, il était déjà à 1 milliard, donc 1 milliard c'était son level de puissance, sa crainte, et en plus on sait que Shanks c'est quelqu'un de plutôt gentil, c'est quelqu'un de plutôt apprécié, donc le fait qu'il vale 1 milliard, on sait qu'il attaque pas les gens, tu vois, comme Kid qui a fait monter sa prime parce que voilà il commettait des crimes, on sait que voilà Shanks, lui, il est craint par vraiment sa puissance pure, donc ça veut dire que à 1 milliard déjà, c'est vraiment le level minimum qu'il peut avoir, et du coup 1 milliard c'est qui? C'est tout simplement les commandants vraiment d'empereur, donc voilà il était déjà à ce level là quand il a commencé vraiment son aventure sur Grand Line. Quand je dis il a commencé, c'est pas vraiment le commencement, mais on va dire c'est le commencement avant de devenir empereur, c'est-à-dire en parallèle avec Luffy a commencé, il était pas du tout au level de 1 milliard, il valait rien, et après il a fait son ascension et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et Shanks, si on prend la même ascension à peu près dans la même période de temps, même si ça fait 6 ans, et ben tout simplement lui il a fait tout ça et il a commencé avec 1 milliard, donc voilà il était vraiment très 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 puissant. Et ça montre tout simplement que c'est impossible que Mihawk puisse être à ce level là aujourd'hui, parce qu'à l'ancienne je veux bien, mais aujourd'hui c'est pas possible parce que voilà le fait qu'il soit un rival, le fait qu'il avait pas encore son âge prime, le fait que voilà il s'est toujours dépassé et qu'il s'est toujours entre guillemets entraîné. Quand je dis entraîné, c'est qu'il a toujours combattu. Pourquoi? Parce que les gens du monde entier cherchaient à le combattre, y compris les personnes faibles, et quand il s'ennuie, tout simplement il va s'attaquer à des gens, tout simplement. Donc voilà, ça montre que Mihawk, voilà, c'est quelqu'un qui a l'épée, a une maîtrise, et pour moi qui est tout simplement quelqu'un de très 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 puissant. Donc ça c'est la première chose. Pour le level Shichibukai, j'y crois pas du tout. Pour moi le minimum, vraiment le minimum, c'est supérieur à un premier commandant, donc voilà un amiral, tu vois, le level à peu près dans ces eaux-là, et le maximum ce serait level empereur, l'ego de Shanks, tu vois. Ça c'est quelque chose qui est très très probable parce que voilà, quand t'as une rivalité dans One Piece, c'est vraiment une mécanique très très présente et c'est rare que cette rivalité n'est pas entretenue. Exactement comme Zoro et Luffy, ils ont beau être alliés, ils ont une rivalité qui fait que Zoro, quand tu vois son capitaine devenir plus fort, il a envie de devenir plus fort. Quand tu vois tout simplement Barbe Blanche devenir plus fort, Roger lui aussi voulait devenir plus fort et il le surpassait à chaque fois malgré l'âge, hein, je sais plus s'ils avaient le même âge exactement, mais il y avait toujours cet écart conservé. Malgré le fait que les deux continuaient de progresser, et ils vont toujours conserver un petit écart. Et pour moi, c'est pareil pour Shanks. C'est-à-dire que si Shanks a continué de progresser et est devenu empereur,
pour moi, Mihawk lui-même a continué de progresser et est devenu un level suffisamment fort pour concurrencer avec Shanks. Donc voilà, ça pourrait être intermédiaire, ça pourrait être empereur, mais c'est des choses qui sont pour moi très réelles. Le fait qu'il soit en dessous, pour moi, c'est quasiment impossible parce que juste la cohérence de l'œuvre, c'est bizarre. C'est-à-dire que si Mihawk est tout simplement premier commandant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus grand sabreur du monde, c'est plus Mihawk et c'est Zoro. Et le fait que Zoro puisse réaliser son rêve, ça je l'ai déjà dit plein de fois, aujourd'hui, me semble impossible parce que voilà, un rêve, ça se réalise en fin de manga, la logique shonen, bref, c'est des choses qui sont pour moi totalement logiques. Ensuite, il y a la prime de Mihawk aussi qui crédite un petit peu tout ce que je dis, parce que voilà, on aurait pu lui donner n'importe quelle prime, mais cette prime a été la même prime que celle qui a été donnée, enfin, même je dirais supérieure que celle qui a été donnée aux personnes qui ont tué Kaido, tu vois. Et c'est une première prime. C'est-à-dire que c'est ça qui est important dans cette information, c'est que c'est une première prime. C'est-à-dire que t'as vraiment Mihawk qui a eu sa première prime après qu'il soit sorti des Shichibukai, qui était de 3 millions. C'est-à-dire que normalement, quand on met une première prime, elle est plus faible que son level réel. Pourquoi? Parce que par exemple, Luffy, il a battu Kaido, mais il a pas pris une prime supérieure à celle de Kaido, ce qui était totalement logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il avait une prime supérieure à Kaido, ce serait bizarre étant donné que voilà, Barbe Noire a bel et bien battu Barbe Blanche, même s'il y a eu l'aide de son équipage et aussi l'aide de Akainu, etc., pendant Marineford. Il a bel et bien battu Barbe Blanche et il a aussi juste après battu tous les membres de l'équipage de Barbe Blanche. Donc ça montre aussi que malgré le fait qu'il ait fait tout ça, la marine n'a pas voulu lui octroyer une prime trop grosse. Ils lui ont mis 2 milliards 600 millions, un truc comme ça. Et plus tard, il a grimpé pour atteindre voilà des primes qui sont colossales. Et il y a aussi le fait que les standards de puissance évoluent au fur et à mesure du manga. Donc Oda est obligé d'adapter ses primes au level de ses adversaires, ce qui est totalement logique. Et là, on voit très clairement que Mihawk, lui, il est direct à plus de 3 milliards. Donc ça veut dire que la marine, le gouvernement mondial, ont plus peur, entre guillemets, de Mihawk que de Luffy. Ce qui, pour moi, est pas trop cohérent, étant donné que, enfin, quand je dis pas trop cohérent, c'est pour la marine, pas pour le manga. Pour moi, Luffy, c'est Nika, c'est la dangerosité, c'est tout ce que la marine et aussi tout ce que le gouvernement mondial devrait craindre. Alors que Mihawk, c'était un ancien Shichibukai, ils connaissent son tempérament, ils savent très bien que Mihawk, tu vois, c'est quelqu'un qui a la flemme, tu vois, de bouger, il a la flemme d'aller attaquer des gens et tout. Et c'est vrai qu'il y a un argument qui dit que Mihawk était un ancien tueur de marine, ce que je peux très bien comprendre, mais ça change rien au fait qu'ils ont beaucoup plus d'informations sur lui. Ils savent le level de puissance, ils savent la crainte qu'il inspire au monde, et ils savent aussi tout simplement le fait que, comme je l'ai dit juste avant, ce soit quelqu'un qui tout simplement a pas envie d'attaquer les gens, tu vois, il le fait que par plaisir, il va jamais s'en prendre à la marine, sincèrement, même si c'est pas impossible, étant donné c'est ce qu'il faisait quand il était jeune. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il a évolué depuis, et son tempérament a changé, comme la plupart des personnages dans One Piece. Donc voilà, là, je le vois mal être chasseur de marine, même si il y a le côté prime de Baggy et tout, tu vois. Même si Baggy a pris sur son dos le fait que voilà, c'est lui l'organisateur un petit peu de la Cross Guild, c'est lui qui prend tout. Il y a quand même Mihawk qui, pour moi, pourrait être considéré par la marine comme le cerveau de l'opération. Donc voilà, prenez un petit peu toutes les informations, faites-vous votre propre avis, mais pour moi, clairement, Mihawk, il a pas usurpé sa prime, même s'il est pas à 3 milliards 600 millions, il est minimum à 3 milliards, et 3 milliards, c'est quoi? C'est la prime de Luffy. Donc il est un petit peu autour du level de Luffy, ce qui est pour moi totalement logique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur Mihawk, mais c'est des choses qui, pour moi, sont clairement pertinentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas d'accord avec moi, à juste titre. N'hésitez pas à donner un petit peu les arguments contraires. Pourquoi, pour vous, j'ai tort, tout simplement. En fait, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est s'il y a des arguments sincères et réels, et tout simplement, je pourrais que être d'accord avec vous, tu vois. Et avant, d'ailleurs, je le répète encore et encore et encore, avant, j'étais vraiment team Mihawk pas fort, parce que, pour moi, il y avait beaucoup d'informations qui allaient dans le sens de Mihawk qui est potentiellement pas aussi fort qu'on le pensait, comme je vous l'ai dit, le fait que Shanks, il était jeune, etc., etc. Sauf que, voilà, on a eu des informations complémentaires récemment qui m'ont fait changer d'avis, et je les trouve pertinentes. Donc voilà, je suis pas fermé à l'idée que Mihawk soit pas aussi fort que ça, mais pour l'instant, au niveau de l'analytique, tout me dit le contraire. D'ailleurs, Tonton Bar qui me dit j'ai tellement hâte qu'il meure, Mihawk. Donc, après, ouais, je pense que c'est possible, mais moi, il y a plusieurs théories que j'aime bien. C'est par exemple le fait que Mihawk pourrait potentiellement être tué par Venus-Juro. Venus-Juro deviendrait tout simplement le sabreur le plus grand du monde, et Zoro tout simplement le tue. Ça, c'est une idée qui me plaît, déjà, premièrement. Et pour répondre à ta deuxième question, Prime, à quel niveau tu le vois? Personnellement, je vous l'ai dit, autour du level emprunt, donc ça peut être intermédiaire, ça
ça peut être égal à Shanks. Mais pour moi, je pense que le niveau minimum, au vu des informations que j'ai traitées récemment, je dirais plutôt aux alentours de niveau empereur. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un de très très fort. Et en plus, surtout si Shanks on le met Yonkou plus. Si Shanks on le met Yonkou plus, c'est vraiment difficile de voir quelqu'un qui aurait pu mettre Shanks en déroute très très bas. C'est vraiment difficile, vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir. Donc je réponds à vos messages et après on passe aux commentaires suivants. Alors, Tonton Marc qui me dit il est forcément fort. Je suis pas en train de me dire que si ça se trouve on verra jamais son vrai niveau. Ça c'est pas impossible, c'est pas impossible. Si ma théorie par rapport à Venujuro ou même quelque chose d'autre arrive, je pense sincèrement que ça va être quelqu'un qu'on va pas savoir à quelle puissance il est, tu vois. À part si par exemple il met à mal Venujuro et qu'après on voit Zoro se battre vraiment en détail avec Venujuro et qu'on voit en fait que avoir le niveau de Mihawk c'est vraiment être très 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 fort, tu vois. Mais c'est vrai que ça j'ai déjà pensé, le fait qu'on voyait pas le niveau de Mihawk. Mais en fait ce qui m'éclate c'est justement ça, le fait que Oda a décidé de le traiter comme vraiment un personnage vraiment tellement fort qu'il va pas montrer, tu vois. Il arrive contre Zoro, Baratie, il arrive avec sa petite épée, il arrive à défoncer Zoro. Ensuite on voit que son passe-temps c'est de tuer des armadas et qu'il est tout seul sans équipage et tout, tu vois. En fait Oda il a vraiment créé tout simplement un monde autour de Mihawk qui fait que voilà, genre, il est vraiment légendaire, en tout cas à mon sens. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon il y a les petites souscriptions que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.